Comment se protéger? Donc, il y a eu la technique de pare-feu et d'IDS. Donc, on verra en premier lieu le pare-feu, ensuite on basculera vers l'IDS. Alors, quel est le but du pare-feu et de l'IDS? C'est d'une part se protéger et d'autre part, c'est, à vrai dire, la mise en œuvre de votre politique de sécurité. Donc, vous avez une politique de sécurité à mettre en œuvre au niveau de votre système. Comment on la réalise? C'est grâce à la mise en œuvre de votre, je dirais, firewall et de votre IDS. Donc, ça, c'est globalement le principe justement de firewall et de IDS. Alors, on pourrait se poser la question, c'est comment on arrive à mettre en place ces mécanismes de sécurité grâce à Firewall, par exemple, et IDS. À vrai dire, les solutions s'inspirent un peu de ce qui nous entoure, donc ce qui existe dans notre vie euh, courante de tous les jours. L'être humain, à chaque fois qu'il a un besoin de sécurité, ben, automatiquement, il va prendre les mesures nécessaires qui lui permettront, par exemple, de se protéger. Donc, si on prend, par exemple, notre université, comment l'université essaie de protéger vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis des gens qui n'ont rien à voir avec l'université. Donc, si vous regardez, l'université, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a mis une clôture tout autour de l'université avec des portes. Et au niveau des portes, vous avez des agents de sécurité qui, eux, vont contrôler toutes les personnes qui rentrent et qui sortent de l'université. Et donc, ils ont des consignes, ça veut dire c'est la politique de sécurité qui existe, qui est appliquée au niveau de l'université, pour dire qu'à tout moment, voici les personnes qui peuvent rentrer et voici les personnes qui peuvent entrer et sortir de l'université pour des cas bien particuliers. Par exemple, tous les étudiants régulièrement inscrits au niveau de l'université peuvent rentrer à l'université sans problème. Tous les enseignants qui enseignent à l'université peuvent rentrer sans problème. Tout le personnel administratif et personnel de soutien peut rentrer à l'université d'une manière sans problème. S'il y a par exemple un invité, automatiquement cet invité, théoriquement, il doit y avoir au préalable une autorisation d'entrée de cet invité au niveau de l'université, et donc il pourra rentrer à cette université, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a une politique de sécurité qui est appliquée au niveau de tous les points d'accès à l'université. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à mettre en place notre politique de sécurité au niveau de l'université. Donc ça, c'est un exemple concret de la vie réelle, comment les choses se font pour appliquer une certaine politique de sécurité. Maintenant, si je reviens un peu au firewall, donc si j'essaie d'expliquer un peu le firewall, donc si vous voyez un firewall, c'est quoi? Donc traduction latérale directement. Donc c'est quelque chose qui se trouve au niveau de l'architecture et qui s'appelle le pare-feu, ou bien le firewall, c'est un peu un mur qui permet d'isoler le feu. Ça, c'est un concept qui existe pour les gens qui connaissent un peu l'architecture. C'est quelque chose qui existe, un concept qui existe dans l'architecture. Donc, au niveau de l'architecture, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de mettre au niveau d'une bâtisse des murs qui permettent de couper le feu. Donc, si vous voyez un peu toujours l'université, ce principe a été appliqué au niveau de l'architecture de Godzilla, que ce soit au niveau des blocs de classe ou bien les différentes facultés qui existent. Donc, quand tous ces blocs ont été construits, si vous remarquez, qu'est-ce qui a été fait? C'est que vous prenez, si vous voyez tout le bloc, déjà il est partagé en deux. Donc, vous avez au milieu du bloc tout un espace qui est vide. Donc, vous avez des murs de part et d'autre. Vous avez aussi de la même manière, mais la tendance actuelle avec les changements opérés au niveau de l'université, c'est qu'il y a des espaces aussi intermédiaires, c'est-à-dire que vous avez un bloc qui est divisé en deux, et ensuite chaque partie elle-même est divisée en deux. Et donc là, si vous essayez de voir par exemple un bloc de classe, euh, vous avez tout le bloc qui est divisé en deux, et ensuite chaque partie elle-même est divisée en deux.
La preuve, vous avez des portes d'accès. Par exemple, là, au l'endroit où on fait le cours, par exemple, c'est la salle 117. Donc, si vous remarquez, on peut rentrer au milieu de ce semi-bloc. Donc, on a à l'intérieur un espace qui est vide. Même si, à un moment donné, ils ont construit de nouvelles salles supplémentaires au niveau de cet espace. Réellement, cet espace, d'un point de vue architectural, il est réservé à ce qu'on appelle ce pare-feu. Pourquoi? Parce que ça permet d'isoler une partie au niveau de cette structure. Donc, la structure, globalement, elle est subdivisée en 4 parties exactes. Donc, vous avez tout le bloc divisé en 2, et ensuite, chaque partie elle-même est divisée en 2. Et donc là, on se retrouve avec, effectivement, au niveau architectural, chaque bloc, il est divisé en 4 parties égales. C'est ça le principe. Et ce principe, pourquoi il a été fait? C'est dans les mesures de sécurité au niveau je dirais, des blocs. Donc, ça a plusieurs intérêts. C'est considéré comme un pare-feu. Ça veut dire que si, par malheur, il y a effectivement un feu, donc c'est pas tout le bloc qui va s'enflammer. Donc, ça va être juste la partie où il y a eu le feu. Et ensuite, quand il y a ce vide, le feu n'aura pas la possibilité de pouvoir, je dirais, se propager d'une manière très rapide vers les autres parties. Et donc, il y a aussi un autre aspect, c'est celui de l'évacuation. Si, par exemple, vous imaginez si, par exemple, le bloc qui fait à peu près une centaine de mètres, si ce n'est pas plus, à peu près 200 mètres, hein, s'il y avait une seule entrée, une seule sortie. Donc, s'il y a un feu, s'il y a des gaz, s'il y a autre chose, etc., un risque, il est difficile à quelqu'un de pouvoir traverser tout le bloc pour pouvoir sortir. Et donc là, c'est des sorties qui existent intermédiaires qui permettent d'évacuer les gens. Alors, juste pour l'histoire, donc ces pare-feux, ils ont été vraiment utiles à Babzoar. Donc, dans les années 80, ce qui s'est passé, donc ça c'est dans l'historique, vous pouvez le trouver, il y a eu un feu au niveau de la faculté de chimie. Donc, au niveau de la faculté de chimie, qui manipule beaucoup je dirais, de produits chimiques, etc., et des produits qui peuvent être facilement, je dirais, inflammables. Donc, il y a eu un feu dans les années 80. Heureusement qu'il y avait des pare-feux. Et donc, il y avait un quart, je dirais, du bloc de chimie qui a été totalement brûlé. Et heureusement que grâce à ces pare-feux, il n'y a pas eu la propagation du feu pour toute la faculté de chimie. Et donc là, vous voyez un peu l'intérêt de ces pare-feux. C'est un outil de protection et qui permet de protéger, je dirais, un espace. Typiquement, c'est la même stratégie et la même philosophie qui est utilisée pour pouvoir, je dirais, protéger nos ressources informatiques. Donc là, c'est quoi? C'est de protéger un réseau local ou un poste de travail des attaques réseau. Donc ça, c'est pour voir quel est l'intérêt, quelle est la motivation de disposer d'un pare-feu qui doit exister au niveau d'un système informatique. Et donc, par ricochet aussi, ce qu'il y a, c'est que grâce à ce pare-feu, on peut mettre en place une politique de sécurité. Donc, effectivement, les choses, on peut les présenter de la forme suivante. Donc, vous avez un pare-feu ou un coupe-feu. Donc là, par exemple, dans cette partie-là, vous avez votre réseau local ou bien vos postes de travail. Et de l'autre côté, vous avez tout ce qui est réseau externe. Donc là, vous avez une partie du réseau local et une partie du réseau interne. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre ce pare-feu au milieu. Et donc, ce pare-feu qui est au milieu, automatiquement, son rôle, c'est quoi? C'est de protéger votre réseau local. Et là, ça vous permettra effectivement d'avoir, par exemple, ici, les flux entrants et les flux sortants. C'est l'exemple de tout à l'heure de Babzouar, par exemple. Vous avez tout le mur, vous avez les points d'accès et les gens peuvent entrer et sortir. Par contre, il y a d'autres qui ne sont pas autorisés
automatiquement, quand ils arrivent à cette frontière, ils ne pourront jamais passer. Donc là, c'est le flux entrant qui est interdit, donc impossible de permettre à ce flux de pouvoir intégrer notre réseau local. Et donc ça, c'est l'idée qui permet de, je dirais, de rapprocher un peu la compréhension à l'esprit, comment fonctionne justement ce pare-feu pour essayer de protéger votre réseau local ou bien tout simplement votre poste de travail. Alors, je peux avoir une situation un peu particulière. Donc là, dans le premier principe, c'est quoi? C'est que j'ai le pare-feu qui permet justement de protéger le réseau local de l'extérieur. Donc là, je prends par exemple l'exemple d'une entreprise. Donc, au niveau de l'entreprise, effectivement, elle a son réseau local, elle a ses travailleurs qui travaillent au sein de l'entreprise. Et donc, en général, il y a beaucoup d'informations qui sont privées et qui sont confidentielles par rapport à cette entreprise. Mais de l'autre côté, l'entreprise a besoin je dirais, de communiquer avec l'extérieur. Toute entreprise qui produit des objets ou bien produit des services, elle est obligée je dirais, de montrer un peu ses services et ses produits à l'extérieur pour qu'elle puisse les commercialiser et elle puisse les fournir à ses clients. Donc, dans ce cas précis, ce qu'on fait, par exemple, vous avez un serveur web où vous mettez, je dirais, la description de tous vos produits, les prix qui existent, etc., les délais de livraison, etc., etc., donc toute l'information. Il est intéressant que toutes ces informations soient visibles de l'extérieur et que tout le monde puisse accéder de l'extérieur. Donc ça, ce qui a été fait, c'est on fait un pare-feu, mais avec des configurations particulières. Ça veut dire que d'un côté, on va mettre toutes les machines et le réseau, la partie du réseau qui est confidentielle et qui peut être protégée justement de l'extérieur. Et de l'autre côté, on va mettre le serveur web ou le serveur de messagerie aussi, qui lui va communiquer avec l'extérieur, dans une zone à part qu'on appelle en littérature la zone DMZ. DMZ qui veut dire Demilitarized Zone. Donc, c'est la zone démilitarisée, donc, qui permet effectivement aux clients externes de pouvoir accéder à cette partie-là. Et donc, cette partie ne va pas subir les mêmes restrictions que la partie confidentielle ou la partie interne par rapport à ce système. Et donc, dans cette partie-là, ça veut dire que ça vous donne à l'esprit qu'au niveau d'un pare-feu, au départ, on a montré juste un aspect qui est, je dirais, vous avez la face externe et la face interne du pare-feu. Là, avec cette technique, on voit que les pare-feux ont évolué et ils présentent, à vrai dire, trois faces. Donc, vous avez une face qui est interne, une face qui est externe et une face de la zone démilitarisée. Et donc là, vous comprenez aisément qu'au niveau d'un pare-feu, vous avez trois interfaces. Vous n'avez pas uniquement deux interfaces. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'interface d'entrée et de sortie uniquement. Vous avez l'entrée et la sortie et vous avez la zone démilitarisée. Alors, donc, pour justement utiliser d'une manière correcte et d'une manière, je dirais, assez intéressante, vous avez les caractéristiques de firewall. C'est quoi? C'est que tout trafic entrant ou sortant doit transiter par le firewall. Ça, si je prends l'exemple de l'université, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui veut rentrer ou sortir d'université, elle est obligée de passer par les postes de contrôle ou bien les points d'accès au niveau de l'université. Mais c'est comme ça qu'on permet justement au firewall d'appliquer la politique de sécurité. Pourquoi? Parce que tous les flux qui rentrent, ils vont transiter par le firewall, donc il prend connaissance de ce flux,
et il pourra décider si, selon la politique de sécurité, est-ce qu'il est autorisé ou pas. Et d'une manière, je dirais, symétrique, tout le flux qui sort, de la même manière, il transite par ces points d'accès et donc sur lesquels on doit appliquer je dirais, les différentes contraintes. Alors, automatiquement, le passage, il est laissé pour le flux qui a l'autorisation selon la politique de sécurité. Et bien entendu, il faudrait que le firewall soit immunisé contre la pénétration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir un firewall avec un programme qui ne peut pas être corrompu. Donc, ça, c'est ce qui est tout à fait logique. Pour vous faire comprendre ça, c'est un peu comme l'université avec les agents de sécurité qui sont au niveau de l'université. Il faudrait que ces agents-là soient, je dirais, intègres. Ça veut dire qu'ils appliquent effectivement la politique de sécurité. Si la politique de sécurité dit que toute personne qui n'est pas autorisée, on ne doit pas la laisser passer, si l'agent de sécurité il ferme les yeux, ça c'est automatiquement toute votre politique de sécurité, elle tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que si vous avez un agent de sécurité qui n'applique pas la politique de sécurité, ça veut dire qu'il laisse des personnes qui n'ont rien à voir avec l'université d'intégrer l'université. Ça veut dire que par la suite, toute notre politique de sécurité, elle n'est pas applicable et donc automatiquement, on n'arrive pas à atteindre les buts recherchés. Donc c'est typiquement la même chose au niveau des firewalls. Il faudrait que le firewall soit immunisé, c'est-à-dire choisir des programmes de firewall qui sont intègres et qui ne sont pas falsifiables facilement. Alors, toujours au niveau des firewalls, ça veut dire que le firewall il joue le rôle de contrôleur. Donc, qu'est-ce qu'il peut contrôler? Donc, il peut contrôler les services. Pour dire quels sont les services qui sont permissibles. Ça veut dire que vous pouvez dire, par exemple, pour les services, vous pouvez avoir la navigation sur Internet. Donc, vous pouvez contrôler pour dire, est-ce que vos agents de l'entreprise, ils ont le droit d'aller naviguer sur Internet ou pas? Est-ce qu'ils ont le droit d'envoyer des messages ou pas au niveau d'Internet? Donc, tous ces services-là, c'est en général qui sont filtrés grâce aux entêtes IP et les ports TCP, parce qu'on sait que chaque service au niveau du réseau, donc ça c'est théoriquement les informations que vous avez déjà sur le réseau, chaque service utilise un port de communication particulier, donc en fonction du port de communication, on sait quel est le service qui est utilisé. Et donc vous pouvez décider par la suite si le flux peut passer ou pas. Vous pouvez aussi un sens d'orientation des choses pour dire que certains services, ils peuvent être lancés dans un sens et pas dans un autre. C'est-à-dire, tu peux, par exemple, recevoir des messages et tu peux pas envoyer des messages, et ainsi de suite. Et vous pouvez même arriver au niveau contrôle utilisateur. Donc, chaque utilisateur, il a les droits d'accès. Donc, on saura est-ce qu'il a le droit à des services ou pas. Donc, tous ces éléments-là contribuent justement au fonctionnement du firewall et ce qui permet de mettre en place une politique de sécurité concernant la mise en œuvre de ces firewalls. Alors, au prochain cours, on va essayer de voir comment mettre en œuvre justement le firewall et comment le réaliser d'une manière effective. Donc, je préfère m'arrêter ici et à demain, Inch'Allah, on fera tous les détails comme ça, quand on entame la chose, on ne va pas s'arrêter au milieu. Ok, à demain. Recording.